Lorsque ma fille de 7 ans a tendu son cadeau d'anniversaire fait main à mon père multimillionnaire, elle s'attendait à un câlin. Au lieu de cela, il a eu un sourire méprisant, l'a qualifiée de babiole sans valeur et l'a jetée à la poubelle, juste devant son visage baigné de larmes. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. J'ai ravalé ma colère, j'ai pris ma fille par la main et je suis partie de sa vie pour toujours. Mais je ne pouvais pas laisser cette toile abandonnée derrière moi. Je l'ai récupérée discrètement dans la poubelle, je l'ai encadrée et je l'ai gardée en sécurité. 7 ans plus tard, cette même peinture soi-disant sans valeur a été mise aux enchères lors d'une vente prestigieuse et s'est vendue pour 2 millions d'euros. Mon père m'a immédiatement appelé pour réclamer chaque centime, soutenant que le cadeau lui appartenait légalement. Mais lors de l'exposition d'inauguration, l'acheteur anonyme s'est avancé pour révéler qui avait réellement peint la toile de fond. Et le sourire arrogant de mon père s'est figé dans une horreur absolue. Je m'appelle Jérôme Mercier. J'ai 34 ans. Et depuis 7 ans, je travaille 2 fois plus dur que quiconque pour offrir à ma fille, Léa, une vie paisible et digne. Vous voyez, je n'ai pas grandi dans une famille dans le besoin. J'ai été élevé dans un hôtel particulier bâti sur la fortune et l'argent froid. Mon père, Henri, est un magnate de l'immobilier multimillionnaire basé à Paris. Un homme qui mesure la valeur d'une personne uniquement à son compte en banque et à la marque de sa montre. Le cauchemar a commencé le jour des 60 ans d'Henri. Il a organisé une fête somptueuse dans sa propriété de Neuilly-sur-Seine, entouré de personnalités de la haute société, de champagne grand cru et de cadeaux de luxe étincelants. Léa n'avait que 7 ans à l'époque. Elle avait passé 2 semaines entières à peindre soigneusement une petite toile pour son grand-père en utilisant toutes les couleurs de sa petite boîte d'aquarelle. Quand son tour est arrivé, elle s'est avancée fièrement et lui a tendu son paquet cadeau, les yeux brillants d'une joie pure. Henri l'a déballé, a jeté un coup d'œil à la toile colorée et ses lèvres se sont crispées de dégoût. C'est quoi cette saleté bon marché, s'est-il moqué à haute voix, sa voix résonnant dans le grand salon devenu silencieux. Avant que quiconque ne puisse réagir, il a jeté la peinture directement dans la grande poubelle en laiton située juste à côté de son bureau. Le sourire de Léa s'est effondré. Des larmes ont envahi ses yeux innocents alors qu'elle baissait la tête, dévastée par la honte. C'est exactement à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis simplement approché de la poubelle, j'ai récupéré la peinture de ma fille, je l'ai serrée fort sous mon bras et j'ai pris la main de Léa. Nous sommes sortis de cet hôtel particulier, laissant mon père et sa fortune toxique derrière nous. Pour toujours. Après cette soirée humiliante dans la propriété de mon père, j'ai coupé tous les ponts avec Henri. J'ai changé de numéro de téléphone, j'ai emménagé dans un appartement étroit chaleureux de l'autre côté de la ville et je me suis investi pleinement dans mon travail de graphiste indépendant. Ce n'était pas une vie facile, mais elle était honnête, paisible et remplie d'un amour sincère. Léa a grandi pour devenir une adolescente brillante et bienveillante, totalement libérée de l'ombre toxique de l'arrogance de son grand-père. Quant à cette peinture rejetée, je ne l'ai jamais perdue de vue. Dès le lendemain matin de la fête, j'ai acheté un cadre en bois modeste, j'y ai placé le dessin coloré de Léa. Et je l'ai accroché fièrement sur le mur de notre salon. Pour nous, ce n'était pas un simple dessin d'enfant. C'était le symbole de notre force, de notre dignité et du jour où nous avions choisi la fierté plutôt que l'argent de mon père. Pendant cette longue année, nous avons vécu dans une douce tranquillité. Jusqu'à un mardi après-midi pluvieux où un ancien ami de la famille, Antoine, est venu prendre le café.
Antoine était un restaurateur d'art renommé qui avait travaillé avec les plus grands musées d'Europe. Alors que nous discutions, ses yeux se sont soudainement fixés sur la peinture de Léa accrochée au mur. Il s'est levé, s'est approché et l'a observée dans un silence absolu pendant près de 5 minutes. Lorsqu'il s'est enfin retourné, ses mains tremblaient. Il m'a demandé d'où venait cette toile. Quand je lui ai expliqué que Léa avait peint sur un vieux panneau épais et vierge que mon père gardait dans son garage depuis des années, Antoine a eu un souffle coupé. Il m'a révélé que sous les coups de pinceau vif de Léa se cachait une texture subtile et distincte, la méthode de préparation caractéristique d'un grand maître européen du XIXe siècle tombé dans l'oubli. Léa n'avait pas simplement peint sur une planche sans valeur. Elle avait peint par-dessus un chef-d'œuvre caché d'une valeur de plusieurs millions. Antoine n'a pas perdu une seule seconde. Avec notre accord, il a apporté la toile dans son laboratoire de pointe. Grâce à de l'imagerie infrarouge non destructive et à des techniques de micro-restauration, Antoine a accompli l'impossible. Il a réussi à nettoyer délicatement la toile pour faire ressortir la splendide peinture à l'huile du XIXe siècle située en dessous, tout en préservant avec expertise les coups de pinceau éclatants et sincères de Léa en surface. Le résultat était une fusion saisissante entre la maîtrise classique et une histoire émotionnelle contemporaine. Une œuvre qu'Antoine a intitulée le pardon plutôt que l'orgueil. Une fois que le milieu de l'art a authentifié cette extraordinaire double origine, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre parmi les grands collectionneurs. Une prestigieuse maison de vente aux enchères du centre de Paris nous a contactés, suppliant de présenter l'œuvre comme la pièce maîtresse de leur gala d'été annuel. Léa et moi avons accepté à une seule condition, nous devions rester totalement anonymes jusqu'au coup de marteau final. Le soir de la vente, la grande salle était remplie de milliardaires, de galeristes et d'amateurs d'art de la haute société. Léa et moi étions assis très modestement au tout dernier rang, habillés simplement, nos mains serrées l'une dans l'autre. Lorsque le rideau de velours s'est ouvert pour dévoiler la peinture, un murmure de saisissement a traversé la salle. Le commissaire-priseur s'est raclé la gorge, a levé son marteau et a ouvert les enchères à la somme vertigineuse de 500 000 €. En quelques secondes, la salle s'est emballée. Les raquettes d'enchères se levaient de toutes parts. 600 000 €, 800 000 €, 1 million. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression qu'il allait exploser. 2 enchérisseurs par téléphone, depuis Londres et New York, se sont livrés une guerre des prix sans merci, faisant grimper les montants de plus en plus haut. Enfin, le commissaire-priseur a frappé son marteau sur le pupitre en bois, sa voix résonnant dans les haut-parleurs, adjugé pour 2 millions d'euros au monsieur au téléphone. La salle a éclaté en applaudissements nourris. Léa a serré ma main, des larmes coulant sur son visage radieux. Nous étions à l'abri du besoin au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. La nouvelle de cette vente historique à 2 millions d'euros a fait le tour des blogs d'art et des journaux télévisés dès le lendemain matin. Les titres se succédaient pour saluer l'incroyable histoire de ce chef-d'œuvre oublié, restauré sous les coups de pinceau innocents d'une enfant. Et bien sûr, la nouvelle n'a pas tardé à parvenir jusqu'à la demeure dorée de mon père, Henri. Pendant cette longue année, il n'avait pas envoyé un seul message, une seule carte d'anniversaire ou le moindre centime pour soutenir sa seule petite fille. Mais au moment où le chiffre de 2 millions d'euros a clignoté sur son écran de télévision, son instinct paternel s'est soudainement réveillé. Mon téléphone a vibré sans s'arrêter le mercredi après-midi. Quand j'ai enfin répondu, il n'y a eu aucun bonjour, aucun « comment vas-tu » et certainement aucune excuse pour la façon dont il nous avait traités 7 ans plus tôt. Jérôme, a aboyé Henri, la voix empreinte d'une autorité arrogante.
J'ai vu les informations. Cette toile vient de mon garage et la peinture m'a été offerte. Pour mon anniversaire. Ces 2 millions d'euros appartiennent légalement à mon patrimoine, et j'attends que chaque centime soit transféré sur le compte de ma société d'ici vendredi. J'étais tellement abasourdi par son audace et honte que j'ai failli rire. Tu as jeté cette peinture à la poubelle, Henri, lui ai-je rappelé froidement. Tu l'as rejetée, tu as humilié Léa et tu l'as jetée devant 50 personnes. C'était un malentendu mineur, a-t-il répliqué sèchement. Mon équipe juridique s'apprête déjà à porter plainte contre toi pour vol et détournement. Verse-moi ces fonds ou je te détruirai au tribunal, je te ruinerai en frais d'avocat et je te prendrai tout ce que tu as. 2 jours après la menace ridicule d'Henri, la galerie du centre-ville organisait une exposition d'inauguration exclusive pour rendre hommage à l'œuvre et remettre officiellement le produit de la vente. La salle était remplie de journalistes, de critiques d'art et de mécènes de la haute société, tous impatients de voir le célèbre chef-d'œuvre de près. Léa et moi nous tenions près du cordon de velours, écoutant le directeur de la galerie louer la profondeur émotionnelle de l'œuvre. Mais au moment même où le directeur saisissait le grand chèque factice pour nous le remettre, les grandes portes doubles de la salle sont ouvertes avec fracas. Un lourd silence s'est abattu sur la foule alors qu'Henri s'avançait dans l'allée centrale, vêtu d'un costume 3 pièces sur mesure. Juste derrière lui se trouvaient 2 hommes au regard ferme en costume sombre, portant des porte-documents en cuir, son équipe juridique. Arrêtez cette mascarade immédiatement. La voix d'Henri a résonné au plafond de la galerie. Les flashs des appareils photo crépitaient sans interruption alors que les journalistes se tournaient vers l'agitation. Henri s'est arrêté juste devant nous, pointant un doigt tremblant et avide vers le chèque de 2 millions d'euros. Cet argent m'appartient, a-t-il déclaré haut et fort à la presse. Cette personne est ma fille, dont je suis séparé. Il y a 7 ans, elle a retiré cette toile de ma propriété privée de manière illégale. Mes avocats viennent de saisir le tribunal judiciaire. Tout transfert de ces fonds constitue un acte illégal. Le directeur de la galerie s'est figé, l'air paniqué. La foule a commencé à chuchoter nerveusement en observant ce spectacle public. Henri s'est tourné vers moi avec un sourire cruel et satisfait, se penchant pour que moi seul puisse l'entendre. Je te l'avais dit, Jérôme, tu ne peux pas me battre. Donne-moi ce chèque maintenant, ou je te fais menotter devant ta fille. Avant qu'Henri ne puisse savourer son moment de triomphe, des applaudissements lents et délibérés ont résonné depuis le fond de la galerie. La foule s'est écartée pour laisser passer un homme grand et distingué aux cheveux poivrés. Il s'agissait de Victor Marchand, le multimilliardaire de la technologie et l'acheteur anonyme qui avait remporté l'enchère. Le sourire suffisant d'Henri s'est instantanément métamorphosé en un regard de terreur pure. Victor était l'ancien associé d'Henri il y a 20 ans, avant qu'Henri ne le trahisse et ne s'empare des actifs de sa société immobilière. Toujours en train de chercher des noix à ta famille, Henri, a dit Victor d'une voix calme mais ferme. Il s'est tourné vers la foule et les journalistes, brandissant des documents juridiques officiels afin que tout le monde puisse les voir. Permettez-moi d'éclaircir cette petite fabulation pour l'ensemble de l'assistance. Victor a expliqué qu'il y a 22 ans, lors de leur séparation difficile, Henri avait retiré sans droit plusieurs œuvres d'art privées de leur bureau commun, y compris cette toile. Puis, Victor a sorti une preuve supplémentaire qui a définitivement scellé le sort d'Henri. De plus, a poursuivi Victor en regardant Henri droit dans les yeux, selon la loi, lorsque vous avez jeté cette peinture dans une poubelle devant 50 invités il y a 7 ans, vous avez légalement renoncé à tous vos droits, revendications et à la propriété physique de cet objet.
Nous disposons d'attestations sous serment de 3 invités présents à la soirée, ainsi que des images de vidéosurveillance à haute définition de votre propre propriété cette nuit-là, vous montrant en train de la jeter. Le visage d'Henri est devenu gris comme la cendre. Ses avocats très chers se sont regardés, ont échangé un coup d'œil nerveux et se sont lentement écartés d'eux. Lui, réalisant qu'il n'avait aucun fondement juridique. Victor a souri chaleureusement, s'est tourné vers Léa, aujourd'hui âgée de 14 ans, et lui a remis le document officiel de transfert de propriété. J'ai acheté cette peinture en raison de votre histoire incroyable, jeune fille, lui a dit gentiment Victor. Cet argent vous appartient légalement et de droit. Personne ne pourra jamais vous l'enlever. Henri est resté immobile au milieu de la galerie, entouré par le crépitement des appareils photo, les murmures de la foule et le poids écrasant de sa propre avidité. Humilié, abandonné par sa propre équipe juridique et démasqué devant toute la ville, il s'est retourné et s'est esquivé du bâtiment comme un chien battu. Sa réputation dans le milieu des affaires parisiens a été totalement détruite, et il n'a pas reçu le moindre centime de la fortune qu'il pensait pouvoir s'approprier. Quant à Léa et moi, cette soirée a changé notre vie pour toujours. Nous avons placé les 2 millions d'euros sur un fonds sécurisé pour l'avenir de Léa et nous en avons utilisé une partie pour créer la Fondation artistique Léa. Une organisation à but non lucratif dédiée à offrir du matériel d'art gratuit et des bourses à des jeunes artistes défavorisés qui ont simplement besoin que quelqu'un croit en eux. Léa, 14 ans, s'épanouit aujourd'hui, prépare son entrée dans de grandes écoles d'art et vit avec la certitude que sa valeur ne pourra jamais être dictée par l'argent ou la cruauté de quiconque. En repensant à cette soirée douloureuse d'il y a 7 ans, je réalise que le geste de mon père jetant son cadeau était en fait un mal pour un bien. Il pensait jeter des détritus, mais il nous offrait en réalité notre liberté. Maintenant, je souhaite vous poser la question à vous tous qui suivez cette histoire, si vous étiez à ma place, auriez-vous un jour donné une seconde chance à votre père ou vous seriez-vous éloigné pour toujours comme je l'ai fait? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir une autre histoire captivante.